Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire des Assises des délais de paiement, qui est un webinaire partenaire. On a le plaisir de recevoir Stratum. On va traiter un sujet, optimiser le cash de bout en bout, et on va le faire avec Jérôme Lefebvre, qui est directeur général de Stratum, et puis Christophe Blatet, qui est fondateur de Ludano. On va aborder 4 thèmes importants. Le premier, les enjeux pour les directions financières. Ce qui va être intéressant, un témoignage sur le déroulé et la conclusion d'une audit de la DGCCRF. Et enfin, là aussi, c'est intéressant, des cas concrets avec des retours d'expérience. On répondra à vos questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation, soit par chat, soit par… le mieux, c'est quand même sur le volet questions, et nous y répondrons en fin d'intervention. Alors, Jérôme, on va passer au sujet. Donc, vous dirigez la société Stratum, je rappelle, éditeur de logiciels innovants, qui est conçu pour les besoins des directions financières, de grandes ou moyennes entreprises d'ailleurs. Vous faites un constat assez radical s'agissant des directions financières. Vous estimez que celles-ci sont confrontées à une période charnière. À tel point de vue? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui figure dans la liste des priorités absolues pour 2021 des directions financières. Les chiffres des différentes enquêtes parlent d'elles-mêmes. Les 3/4 des DAF considèrent ce sujet comme le point central de leur mission. C'est à peu près unanime sur tous les panels qu'on a pu regarder un peu partout sur Internet. Pour autant, ce n'est pas parce que ce sujet est stratégique qu'il est adressé correctement. Pourquoi? Moi, je vois 3 causes particulièrement. La première, c'est qu'il y a encore énormément de travail manuel dans les chaînes de traitement. À titre d'exemple, 60% du volume des factures d'un de nos clients représente 40% des montants totaux engagés et sont soit très peu, c'est-à-dire un PDF, soit pas du tout digitalisés. Ensuite, il y a des ruptures de charge entre les systèmes d'information financiers, les transferts entre les différents modules, achats, compta par exemple, elles s'effectuent encore beaucoup par email et par fichier Excel. Et donc, troisième point, même si ces modules donnent satisfaction, c'est leur capacité à échanger de façon efficace qui est mise à mal. Et en 2021, personne ne va se lancer dans une refonte de son système d'information finance complète. Le paysage a changé, c'est très clair là-dessus, et les enjeux sont ailleurs, en fait. Alors, vous dites que le paysage a changé, j'ai bien compris. Quelle est la nouvelle donne à laquelle sont confrontées les directions financières? En fait, maintenant que les collaborateurs des fonctions finance ont besoin, pour remplir leur mission, d'accéder à leur système et de produire depuis leur salon ou le bureau qui se sont aménagés chez eux, ça fait un sacré changement quand même. Et si on vous avait dit il y a 5 ans que vous auriez besoin de voir vos factures depuis votre salon ou de votre tablette iPad, certains d'entre vous auraient souri et ne m'auraient pas cru en fait. En fait, je veux explicitement ici parler de la confirmation des percées des technologies cloud pour le bureau des finances. C'est une technologie qui permet de remplir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les missions pour lesquelles on les a créées, parce qu'elles ont été inventées pour ça, tout simplement. Dans une conjoncture difficile, en plus, les directions financières se sont souvent un peu fait tirer l'oreille quand même pour accompagner le changement, la montée à bord de la digitalisation et du cloud. Et donc, c'est le moment là. C'est le moment parce que ceux qui seront les mieux adaptés à ce changement sont celles qui vont d'abord survivre parce qu'elles seront suffisamment agiles et ensuite se distinguer et exceller pour passer la crise. Donc, finalement, si on regarde ce mécanisme, il est assez darwinien. C'est ceux qui vont pouvoir s'adapter, qui vont passer la haie et passer en tête. Par ailleurs, ajouter à cette pression technologique, il y a une pression réglementaire. On va regarder en détail dans un instant avec Christophe ce que les financiers sont obligés de faire parce qu'il y a une avance à marche forcée sur ce sujet. Et on va regarder en détail.
Et enfin, et c'est pas le plus trivial, les aspirations de la nouvelle génération montante ne veut pas faire carrière dans un environnement professionnel où les outils datent du XXe siècle, alors que maintenant, tous les utilisateurs ont au bout de leur main un smartphone, et ça depuis plus de 10 ans. En fait, personne n'a envie de s'occuper des paiements des factures à 21 heures, et ça change, là encore, la donne avec la relation à la technologie. Alors, quelques constats généraux indispensables et nous expliquent pourquoi il est impératif d'agir sur ce sujet. Et surtout, c'est l'opportunité de passer d'une gestion très a posteriori, finalement, à une vision temps réel pour devenir des vrais business partners des métiers, parce que c'est là que ça va se jouer. Et on voit bien, donc le cash est la priorité numéro 1 des directeurs des directions financières. Comment faire mieux que les autres et en faire finalement un vrai levier de performance? En fait, comme pour la partie technologie cloud, cette crise a été une sorte de révélation en fait. Il va se passer, c'est l'accélération de la digitalisation de la fonction finance sur les 3 aspects dont on va parler en fait. Un gisement important se trouve dans la capacité des entreprises à adresser le sujet en fait d'un bout à l'autre. Pour commencer, premier sujet, c'est les créances clients et la collecte du cash au plus vite. Dans le respect des relations, bien entendu, l'intérêt étant de faire quelque chose de professionnel et d'efficace, sans abandonner de marge au système d'affacturage. Ensuite, au milieu de ce système, il y a tous les échanges intercours, en fait, qui sont des pièges à cash et qui impactent le résultat net à divers endroits et dans lequel la circulation est aussi très intéressante. Et enfin, sur le 3e volet, les paiements des fournisseurs, l'enjeu est de payer juste à temps. Pas trop tard, pas trop tôt, dans le respect des engagements, comme sur la partie créance, afin de bénéficier des éventuels bonus et des avantages consentis par les fournisseurs si on paye à temps. En fait, souvent, quand on discute avec les directions financières des grands groupes ou des plus petits que l'on a rencontrés ces derniers mois, on voit que les fonctions de finance n'adressent qu'une partie du sujet, en fait. Et elles associent assez rarement les parties prenantes des entreprises qui sont les commerciaux, les acheteurs, par exemple. Et pour remédier à ça, nous avons la conviction que les équipes finance vont devoir dialoguer davantage avec leur écosystème, échanger, collaborer avec les équipes métiers et se doter d'outils qui permettent de disposer de données fiables en temps réel et visualisables facilement pour factualiser et objectiver les décisions qui sont à prendre. Or, comme on le disait en préambule, le paysage technologique est quand même un peu obscurci sur ces 3 sujets. Pourtant, les directions financières, elles disposent déjà, pour la plupart, d'outils ou de solutions. Comment expliquer que les outils existants n'apportent pas les réponses attendues pour vous? En fait, pour traiter ces 3 sujets, et ça fait quand même un moment avec Christophe qu'on s'occupe de ces thématiques, il y a deux grandes approches. Une qui est plutôt centrée sur une approche de type ERP, en fait. On va prendre un anglicisme à l'instant, c'est From Purchase to Pay, tout intégré, et qui, en fait, présente un certain nombre de challenges, parce qu'en fait, ça hérite de modules qui ont été inventés au XXe siècle, et qui peinent à capter la nature éminemment collaborative et agile des processus de cash. C'est des produits qui sont plutôt faits pour mettre dans un moule que pour être agiles. En plus, ces logiciels ERP inventés au XXe siècle en Allemagne, ils entraînent des coûts et des délais de mise en œuvre assez importants. Et les projets sont souvent à risque parce que ils partent dans des effets tunnels. Et comme je le disais en préambule, c'est pas tellement la tendance aujourd'hui de balancer des projets qui vont avoir des résultats dans 2 ans. Et enfin, ces outils, ils manquent beaucoup des nouvelles pratiques et de cette expérience smartphone dont je parlais tout à l'heure, et qui permettent de faire des interfaces vraiment dignes de ce nom pour des utilisateurs. Et aujourd'hui,
la génération qui a entre 25 et 30 ans et qui prend des fonctions importantes dans les directions financières, ne veut plus utiliser les logiciels qui ont été inventés par ses prédécesseurs et la génération d'avant. C'est vraiment un sujet. Et donc, en plus de cette approche ERP, il y a une deuxième approche qui est plutôt, c'est ce qu'on a mis en illustration là, ce qu'on appelle un best of breed, c'est-à-dire qu'on assemble des modules de plusieurs sociétés pour arriver au résultat que l'on veut obtenir. Et en fait, encore une fois, ça va être compliqué de faire connecter et de faire parler ces modules, et ça entraîne très souvent des ruptures de charge. Et ces ruptures de charge, ben, elles se caractérisent par ce qu'on appelle le shadow IT ou l'IT fantôme, parce que les usagers ont horreur du vide en fait. Et ici, on a toute la palette des échanges très compliqués à tracer, des emails, des fichiers Excel, des PDF qui circulent dans tous les sens. Et en fait, en plus, tous ces outils souvent adressent de façon correcte le contenu fonctionnel, mais elles sont focalisées complètement sur le chiffre et elles oublient et la dimension collaborative et la dimension de traçabilité. Et ça jette une lumière crue sur les failles actuelles de la digitalisation parce que quand on regarde à l'épreuve d'un audit comme celui de la DGCCRF, eh bien, on s'aperçoit tout de suite des limites de ce type de système, en fait. Et si je demande à Christophe de nous donner un peu de matière là-dessus, ça va lui permettre de nous parler de son expérience DGCCRF. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour cet échange. Effectivement, comme le dit Jérôme, les outils de DGCCRF éclairent de façon intéressante le propos là, sur le panorama que Jérôme a dressé. Alors, en quelques mots, ce qu'on peut retenir à la lumière de quelques audits vécus de l'intérieur, d'abord, la méthodologie est simple et il n'y a pas de critique dans le propos. Au contraire, elle est simple et robuste. Hein, elle est même relativement implacable. Donc, pour parler très concrètement, une extraction sur une période qui peut aller du semestre à l'année, là, la latitude est laissée au contrôleur. Donc, une extraction toute simple. Hein, il y a un document de référence qui est le grand livre. Ce qui est intéressant, hein, parce que ça éclaire le fait que la DGCCRF, et j'y reviendrai, ne s'encombre pas, entre guillemets, de regarder la façon dont le process dans son ensemble est traité, avec quels outils, avec quels enchaînements. Il ne regarde qu'un seul document. C'est finalement le réceptacle, hein, la traduction comptable, au travers de l'image du grand livre, donc sur une période donnée, avec une extraction de toutes les opérations et de toutes les opérations en rapprochement, donc qui ont donné lieu à un rapprochement comptable. Et il calcule là-dessus un retard par rapport à une date d'échéance attendue. Alors, le travail est un travail de regroupement. Lorsque le système d'information n'est pas capable déjà de le fournir, il y a un travail de segmentation assez global qui est fait pour déterminer ce qui relève du droit commun et ce qui relève de modalités de paiement plus particulières liées à certaines industries. Une fois que cette segmentation est faite, donc des calculs très mécaniques de retard de paiement, de rétention et de retard pondéré par rapport au montant sont réalisés. Ce qui permet, retenons les quelques indicateurs qui sont ensuite portés dans les conclusions, c'est le pourcentage de factures en retard, ce qui est un premier élément, indépendamment des montants, hein, c'est quel est le taux de facture traité par l'entreprise qui donne lieu à un retard, quel que soit ce retard, que ce retard soit d'un jour, ou de 30 jours, elle est considérée en retard. Et donc, ces chiffres-là peuvent rapidement faire mal. On peut avoir des taux de couverture, des taux de retard extrêmement importants. Et puis, bien sûr, les montants. Donc très simple, ce qui a l'avantage d'être clair, mais l'inconvénient c'est que ça ouvre peu finalement la voie entre guillemets à la discussion. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vécu, d'abord on va pas leur souhaiter, et juste quelques éléments peut-être évidents, mais c'est pas inutile de les rappeler. Il n'y a pas de compensation à plusieurs titres, c'est-à-dire que la DGCCRF ne regarde pas ce qui a été payé en avance avec une compensation sur le délai moyen de paiement. Il ne regarde que les factures payées en retard. Voilà, l'argument du paiement en avance, même sur des volumes importants, ne prend absolument pas.
Et puis, la compensation plus globale, le terme est un petit peu exagéré, mais la compensation plus globale client-fournisseur ne marche pas. Ça n'est pas parce que le client paye mal qu'on est supposé payer, ne pas payer correctement ses fournisseurs. L'argument s'entend évidemment d'un point de vue économique ou macroéconomique, mais d'un point de vue réalité du respect des délais de paiement par la DGCCRF, ce n'est pas un argument. Petit point, plus de détails, mais qui est pas totalement anodin. La DGCCRF prend en compte la date de rapprochement. Ce qui n'est pas totalement anodin parce que dans certains cas, liés notamment au système qui est en place ou aux procédures organisationnelles dans l'entreprise, il peut y avoir moi je l'ai constaté, un décalage plus ou moins grand entre la date effective de la MEP, de la mise en paiement, et la date du rapprochement par les équipes comptables. Ce délai-là peut, in fine, ajouter à l'écart global. Je le disais tout à l'heure, peu ou très peu ou pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on peut monter des dossiers très complets, argumentant, y compris des projets en cours de déploiement de nouvelles technologies qui favoriseraient, qui permettraient de mieux traiter les délais de paiement. Les contrôleurs vont écouter ça, j'ai envie de dire poliment, mais encore une fois, seul le résultat final compte. Il y a quelque chose de très déroutant. Moi, je trouve personnellement, c'est un avis un peu personnel, c'est que le barème des sanctions n'est pas du tout clair ni disponible. C'est-à-dire que dans le rapport final, vous aurez de façon très détaillée le calcul du pourcentage du nombre de factures en retard, de la rétention, du retard pondéré, etc. Puis à un moment donné, il y a une sanction en centaines de milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, en millions d'euros qui tombent, sans qu'on comprenne la corrélation exacte entre les deux. Ce qui amène, je pense que tous ceux autour du téléphone, celles et ceux qui ont pu voir des publications, puisqu'elles sont toutes publiées, de sanctions, ont pu être parfois étonnés de la part du pourcentage du ramené au chiffre d'affaires ou au résultat net dans certaines entreprises. On est quelquefois à plusieurs pourcents, hein, on n'est pas en petits bouts de pourcentage, on est en plusieurs pourcents, voire on frôle parfois la dizaine ou la vingtaine de pourcents du résultat net, ce qui est évidemment totalement considérable. Voilà, donc en synthèse, finalement, effectivement, ces types de contrôles mettent en évidence le fait qu'on ne regarde que le résultat et que peu importe le process, l'enchaînement des process, la sophistication des outils qui ont pu être mis en place, c'est au final la date de paiement qui sera exclusivement retenue. Comment les entreprises peuvent-elles mieux se préparer, Christophe? C'est ce qu'on évoque, ce qu'on présente ensuite sur le slide suivant, c'est-à-dire que on voit bien qu'on a un enchaînement voilà, d'étapes relativement simples. On est sur un processus voilà, qui est en général assez simple à appréhender. Et tout à l'heure, Jérôme faisait référence au changement d'outils ou de process, aux ruptures de charge, aux étapes. Donc, nous, ce sur quoi on travaille avec Stratum, c'est justement en chapeau ou en transversalité de ces différentes étapes, de pouvoir capturer, de pouvoir monitorer, de pouvoir piloter de façon dynamique dans une vision de bout en bout de l'ensemble des étapes. Ce qui fait très mal, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde brique par brique, il y a des efforts considérables qui ont été faits, des investissements considérables qui ont été réalisés par les entreprises pour s'équiper. Donc très en amont, on va s'équiper sur la démat, mettre en place des dispositifs de démat qui jouent leur rôle. On s'est équipé dans des dispositifs de type ERP qui facilitent la réception et accélèrent la comptabilisation. On s'est équipé sur des dispositifs de paiement qui accélèrent les traitements de MEP en relation avec les établissements bancaires. Donc toutes ces briques prises isolément jouent leur jeu. Il n'y a pas de remise en cause de ceci. En revanche, on voit ce qui pêche, c'est le process de bout en bout et surtout le monitoring des dates clés de bout en bout, puisque si encore une fois chaque étape peut être correctement adressée, c'est bien sûr l'enchaînement des différentes étapes et le monitoring de ces différentes étapes dans le temps, dans un délai qui est quand même relativement contraint. Quand on est sur des paiements à 30 jours, 30 jours quand on compte déjà l'arrivée de la facture, alors même en démat, c'est pas parce qu'on est en démat que finalement le délai postal, moi j'ai pas vu que ce soit le délai postal entre démat et facture papier qui change radicalement les choses. Ce qui coûte cher, c'est la facture qui a été mise un peu tard par le fournisseur, donc un décalage entre la date d'envoi et la date de réception. C'est la facture qui paie beaucoup de temps en interne sur des processus de validation sûrement nécessaires. Voilà, le processus de comptabilisation et de rapprochement in fine par les équipes comptables, parfois dans des CSP, donc parfois loin du donneur d'ordre. Ça, c'est un vrai sujet, hein. La déconnexion
entre les donneurs d'ordre, les valideurs ou les prescripteurs ou les valideurs de factures et les équipes qui peuvent être dans des services supports. Le problème de communication, même s'il est facilité par les outils, bah, il vient aussi prendre du temps sur ce process. Et finalement, bah, on arrive très vite en accumulation de jours et on s'approche dangereusement des 30 jours ou des 45 jours. Et finalement, on est, même si on est très bien équipé, on est très vite exposé. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, on constate quand même qu'il y a beaucoup de contrôles DGCCRF qui aboutissent malheureusement à des résultats avec des amendes. Alors encore une fois, difficile de juger de la criticité parce que le barème n'est pas connu. Mais encore une fois, on voit bien que, je vais pas dire que la DGCCRF gagne à tous les coups, mais on sent quand même qu'il y a un vrai sujet structurel, quelle que soit la sophistication des outils dans les différentes entreprises. Ce qui nous fait penser avec Stratom, voilà, qu'il y a un vrai intérêt à regarder et à monitorer ce sujet. Oui, Jérôme? Oui, en fait, le vrai sujet, c'est d'assurer la traçabilité dans un processus, en fait, et en fait, comment les directions financières doivent, quelque part, concilier ce travail sur la conformité et puis la performance, en fait. Hein. Et l'un ne devant pas se faire au détriment de l'autre, et on sait que les gens qui s'occupent justement de ces histoires de conformité sont jamais les plus populaires dans les directions, hein, mais en même temps, ils sont là pour faire un job nécessaire. Et nous, on a la conviction que l'équation réside dans la combinaison en fait de ces deux éléments. Hein. Il faudrait idéalement enfin mettre en action un paradigme que tout le monde essaye de faire, c'est de libérer le temps passé à traiter les problématiques de conformité pour le passer à traiter les problèmes justement de performance, hein, ce qui est quand même un des gros sujets. Et donc la solution de Stratom a été conçue pour répondre exactement au cœur de ces problématiques en fait. Alors justement, venons à la solution Stratom. Peut-il aider à répondre à ces enjeux et quelle est la complémentarité Stratom avec les ERP par exemple? En fait, Stratom, c'est une solution qui combine collaboration et traçabilité. Ça a été inventé effectivement pour permettre à l'ensemble des participants d'un processus d'être sur une même plateforme. Et en plus, le gros problématique de la traçabilité digitale qui permet vraiment de se distinguer de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On vient en complément en fait des solutions existantes pour combler les interstices dont on a parlé déjà depuis le début et supprimer en fait le silotage des données. C'est l'objectif. Grande différence par rapport au système dont on a parlé jusqu'alors, on est en production non pas en 2 ans, mais en 2 mois, en quelques semaines. En fait, hein. Il n'y a pas de grand projet de transformation pluriannuelle derrière une solution comme Stratom. C'est une solution basée sur la blockchain qui permet de gérer les processus critiques dont on a parlé et en fait d'accéder de façon simple pour permettre la collaboration de toutes les parties prenantes. Parce qu'en fait, finance, achat, commerce, donneur d'ordre, fournisseurs et clients accèdent de façon extrêmement simple à la plateforme. Pourquoi? Parce qu'on pense, nous, que la finance, en fait, c'est un sport collectif. Et qu'il faut sortir le directeur financier de son département financier pour le faire collaborer avec les autres personnes de son entreprise. C'est comme ça qu'on améliore la performance et sur le recouvrement et sur le paiement, en fait. Et notre technologie de traçabilité, elle a été inventée pour que n'importe quel utilisateur extrêmement novice en termes de technologie puisse savoir à tout moment donc pourquoi il a fait quelque chose, sa facture par exemple, hein, et ensuite qui a participé, quand, qu'est-ce qu'il a fait dans un quoi, puis où il se trouve dans le processus. Tout ça en garantissant grâce à la blockchain une opposabilité en cas de litige. Plus personne ne pourra dire c'est pas moi, je l'ai pas fait, horodatage, et donc responsabilisation de l'ensemble des participants du processus. Et les utilisateurs sont bien sûr en autonomie complète, puisqu'on a été inventé avec les meilleurs usages des plateformes du 21e siècle, ce qui permet d'avoir une autonomie. Alors, en anglais, on dit self-reliance, mais en français, c'est pas mal, hein, une autonomie, et donc de pouvoir voler de ses propres ailes très vite. Et par exemple, sur les 5 dates dont Christophe parlait à l'instant, elles vont être pilotées et visibles à chaque instant, en fait. Hein. Et en fait, l'intérêt,
c'est qu'on va pouvoir effectivement avoir le processus de cache visible de bout en bout dans une seule application, ce qui permet d'activer 3 leviers de performance. Et ces 3 leviers de performance sont tout d'abord la donnée. La donnée, c'est important, mais surtout la qualité de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, une des grandes souffrances, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a à traiter et on a de multiples itérations parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a à traiter, en fait. Et donc, contextualiser, par exemple, la facture associée au bon de commande et à tous les avenants éventuels, ainsi que qui est le donneur d'ordre dans le processus. Donc là, en fait, on va être capable d'embrasser avec la donnée non seulement du chiffre, mais aussi, et c'est très important, du contexte. Parce que souvent, c'est ça qui pêche. C'est qu'on a des chiffres bruts sans contexte. Ensuite, une gestion par le processus, mais de façon intelligente. En fait, on s'aperçoit quand même que 40% des processus de paiement fournisseurs génèrent des exceptions jusqu'à preuve du contraire. C'est souvent très, très pénible dans des outils qui sont ultra structurés. L'avantage, avec un outil comme le nôtre, c'est de pouvoir le faire de façon beaucoup plus agile, donc par l'intermédiaire du processus. Et enfin, on a mis people, parce que pour nous, les gens, c'est important, c'est enfin disposer d'une plateforme qui capte des échanges informels en interne comme en externe. Voilà, des échanges de mails, des échanges de documents sont remplacés par un point d'accès simple qui est horodaté et sécurisé, parce que c'est compliqué de faire des affaires dans Slack ou dans Teams pour faire ce genre de sujet. Donc, on a une plateforme et un accès très simple qui permet de responsabiliser chacune des parties prenantes. Tout ça, c'est rendu possible par l'utilisation de la technologie blockchain, en fait. Elle permet d'obtenir une traçabilité absolument irréfutable. En plus, ça coûte pas cher. C'est nous qui nous en occupons. Et puis, ça s'adapte à n'importe quel schéma de données. Ça permet de franchir des frontières traditionnelles qui sont très difficiles à passer, qui sont à la barrière de l'entreprise. Parce qu'en fait, ça a été inventé pour permettre à des partenaires d'affaires qui ne sont pas dans les mêmes locaux, qui ne sont pas sur les mêmes systèmes d'information, d'échanger en toute confiance. Et ce socle technologique permet des échanges internes comme externes qui peuvent être tracés de façon hyper simple et toujours opposés en cas de litige. Une autre question, Jérôme, Christophe, vous avez travaillé ensemble, parce que maintenant ça va être intéressant de regarder concrètement les cas concrets et qu'est-ce qui est passé. Donc, vous avez travaillé ensemble avec différentes entreprises sur ces sujets d'optimisation de cash. Est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices qu'elles ont retirés? Alors, depuis plusieurs mois, là, on a mené des projets autour du pilotage du cash et il y en a un que j'ai sélectionné en travail avec un des leaders français et européens des services financiers. On espère qu'on pourra citer son nom dans la presse très prochainement parce que pour l'instant, on ne peut pas encore. Donc, en fait, quelle situation on a trouvé quand on est arrivé? Les factures émises par les fournisseurs totalement en dehors de tout système. Et oui, elles sont reçues au format papier par les prescripteurs et les donneurs d'ordre. Ça commençait comme ça. Et ensuite, ces donneurs d'ordre doivent soumettre ces factures pour vérification et validation. Et c'est l'équipe comptable qui valide la conformité en se rapprochant des autres fonctions si besoin, donc aux achats, aux juridiques et aux métiers. Ensuite, c'est le signataire qui valide l'ensemble et la facture est mise en paiement puis archivée. Ce processus génère de nombreuses itérations et des tâches manuelles et fait intervenir pas mal de systèmes qui sont pas pilotés de bout en bout. Donc en fait, ça générait un fort niveau d'insatisfaction. En fait, on s'aperçoit que les échanges email, par exemple, là où ça fait mal, c'est que la direction comptable a fini par mettre un alias comptable derrière sa collecte de factures parce que le niveau d'insatisfaction était devenu tel sur les délais de paiement qu'on en était venu à invectiver les pauvres personnes qui étaient derrière les adresses email. Et on a finalement choisi de mettre un compta@compagnie.com pour éviter d'avoir des personnes qui prennent la pression de l'autre côté. Et donc, l'enjeu du projet qu'on a là, vous avez quelques éléments quantitatifs
qui sont devant vous, c'est bien entendu d'améliorer et on s'est donné comme exigence d'avoir des résultats en 60 jours seulement, d'améliorer et la qualité de service et bien entendu de respecter les délais qui aujourd'hui ne sont pas respectés. En plus, dans un contexte généralisé de télétravail, ça a été encore plus compliqué parce que tous les processus qui reposaient sur du papier ont dû être digitalisés, mais de façon très basique en urgence. Et il reste énormément d'informels. Et donc, il faut absolument passer par cette digitalisation. Et le système que vous voyez en place, là, il va permettre, en fait, de bénéficier de 3 grandes catégories d'avantages. Le premier, c'est bien entendu une continuité complète des opérations avec de la facture au bureau jusque chez le collaborateur, la capacité à tracer l'an entier. Une qualité de service avec une visibilité en temps réel et une notification des fournisseurs. Donc, en fait, ça va permettre à chacun de savoir exactement où il en est dans son processus. Ça va aussi beaucoup soulager les équipes et donc ramener, grâce à la connexion avec les systèmes clés des systèmes, de façon drastique, les temps et les ruptures de charge qui vont être arrêtés par la connexion avec les systèmes qui sont nécessaires pour faire l'ensemble du processus. Et puis, il y a un autre point très important, c'est que on a aussi déclenché ce projet parce qu'il y avait de sérieuses menaces sur la réputation, bien entendu, du payeur, puisque aucun payeur ne veut se retrouver sur Twitter avec un tweet disant ben, mon fournisseur, mon client m'a tué parce que ça fait 110 jours que j'attends ma facture et j'ai pas réussi à me faire payer à temps et me voilà maintenant en difficulté. Et dans ce contexte actuel, je pense que cet enjeu de réputation, même si la réputation n'est que reine et que le cash est toujours roi, c'est quand même un des enjeux qui dérive aussi de ce sujet. Et donc, aujourd'hui, c'est les 2 moteurs principaux, c'est bien entendu se mettre en conformité, enfin avoir l'agilité et l'efficacité opérationnelle qui pêchent, soulager les collaborateurs des pressions internes et aussi de la surcharge de travail, puisque c'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de surmenage dû à ce traitement manuel. Et donc, ce qu'on a mis en place là, ou ce qu'on est en train de mettre en place là, ça permet de régler la problématique. Je passe éventuellement la parole à Christophe, si par rapport au paysage que je viens de camper là, il y avait des choses qu'il voulait rajouter. Non, un mot pour conclure sur ce slide, c'est, moi je sais plus si on a utilisé le terme, mais j'aime beaucoup le terme de colonne vertébrale qu'on voit bien représenté ici. Hein. Voilà, une colonne vertébrale sur l'ensemble des étapes du process, avec, on le voit, des interactions avec les systèmes en place. Voilà, pour monitorer, comme tu l'as dit, à toutes les étapes clés et pouvoir piloter, ce qui nous intéresse au premier chef dans cette affaire, les indicateurs de délai de règlement, de délai de traitement, de délai de comptabilisation, etc. Ouais, et puis peut-être ce qu'on doit rajouter, parce qu'il a fallu que l'on tranquillise l'équipe des systèmes d'information de cette entreprise. Une installation comme celle-là est très peu invasive en fait. Hein. L'intérêt, c'est qu'elle va être simplement l'ouverture d'une discussion avec l'outil de comptabilité et avec l'outil de digitalisation d'OCR en fait. Et comme vous le comprenez sur le petit schéma, en fait, on se connecte à d'autres outils, mais on ne les change pas du tout. On ne fait qu'y accéder et on audate ce qui se passe en entrée et en sortie. Donc en fait, en termes de conduite du changement, ça permet vraiment d'être extrêmement peu intrusif et de faire quelque chose de façon très rapide avec la capacité justement à pouvoir délivrer et des résultats simples et surtout de ne pas chambouler le système tel qu'il existe aujourd'hui, mais le rendre plus agile et plus fiable. Merci. Donc, on peut ajouter aussi que vous êtes porté par la réglementation, puisque la réglementation va continuer à évoluer en matière de dématérialisation. Je rappelle qu'il y a une échéance importante en 2023, mais pas que, puisque on a un projet d'ordonnance sur le droit des sûretés qui, en préambule, reconnaît la dématérialisation complète de toutes les sûretés. Donc, là aussi, besoin de certification, besoin de blockchain. Que faut-il retenir de tout ça ?
Moi, j'insisterai sur la partie base de ce slide parce que je crois que la généralisation de l'e-invoicing à toutes les entreprises, maintenant quelque chose qui est connu et d'ailleurs en cours dans beaucoup de secteurs. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la perspective autour du e-reporting, parce que le e-reporting, avec des schémas qui sont en discussion ou en analyse, selon qu'on soit sur une plateforme centralisée ou des plateformes tierces. C'est cette notion de plateforme tierce qui nous intéresse particulièrement avec Stratum, parce que là, on est vraiment dans la logique, dans la perspective de quelque chose dans lequel nous, on croit vraiment depuis le départ. On travaille sur ce sujet depuis maintenant quelques années avec les équipes de Jérôme. Moi, je crois qu'on croit fondamentalement à une révolution dans ce sens-là, sur le partage d'informations structurées entre les différents acteurs d'une chaîne de valeur. D'ailleurs, ça fait écho à une des questions qui est posée dans le chat. En utilisant, en capitalisant sur des solutions et des plateformes sécurisées pour finalement remplacer, pour le sujet qui nous intéresse, le partage de documents, l'échange de documents qui, c'est vrai, on a progressé, on est passé de l'envoi du papier à la démat, mais finalement la démat, ça n'est que la traduction en kilo-octets d'un document papier qui a circulé entre des acteurs, et de passer une frontière supplémentaire en se partageant entre partenaires des informations structurées qui d'abord, simplifierait considérablement le process, tout en le rendant encore plus sûr dès lors qu'on y met bien sûr les bons composants, et puis qui, on le pense, aurait un effet immédiat sur la problématique des délais. Donc voilà, une perspective qui est ouverte par le régulateur avec une arrière-pensée. D'ailleurs, il s'en cache pas. Il y a derrière une recherche d'amélioration sur la fraude à la TVA, etc. Donc ça, on comprend bien. Mais finalement, le bénéfice qu'on peut en tirer sur notre sujet, encore une fois, c'est de considérablement simplifier, sécuriser le partage d'informations et donc les délais de traitement ultimement entre les partenaires d'un écosystème. Oui, et j'aimerais peut-être rajouter juste une petite note sur ce sujet pour le compléter, c'est que l'intérêt d'une approche simple, comme celle que nous, on a la conviction qu'il faut mettre en avant, c'est tout simplement de permettre très en amont dans le processus, en fait, dès son entrée, de bien récupérer des éléments qui sont associés à ceux dont on parle. Si on a une facture, on va pouvoir récupérer non seulement cette information, mais le contexte éventuel qui permet la collaboration. Et en fait, nous, on croit beaucoup que si dès l'amont, on commence à collaborer et à entrer les informations dont on a besoin, l'aval va être extrêmement simplifié et fluidifié. Et en fait, souvent, on a buté sur les projets avant sur l'obligation de faire un référentiel compliqué, une plateforme dans laquelle on va venir être contraint pour faire une entrée dans le système. Et là, dans le cas d'usage dont on parlait tout à l'heure, eh bien, 60% des volumes, de toute façon, ne passent pas par un outil d'achat. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir les traiter. Comment fait-on pour le faire de façon simple, agile et de donner des résultats simples? Eh bien, nous, on a vraiment la conviction que c'est en faisant quelque chose et d'agile et de traçable qu'on est capable d'être et sécurisé et en go-to-market très rapide. J'ajouterais en plus que ça peut servir en matière de contentieux également, juridique, en regardant toutes ces informations, comme vous l'avez dit. Oui, alors c'est un sujet qui est toujours compliqué parce que les contrôleurs internes ou les directeurs financiers, quand on leur parle de notre solution, très vite ils nous disent mais bien sûr les contrôleurs internes vont être très intéressés par ce que vous faites et bien entendu oui, n'oublions pas que c'est quand même l'efficacité opérationnelle qu'on cherche à avoir au début le plus possible. Parce que à la fin, c'est aussi notre mission, c'est aussi que les acteurs de la comptabilité reprennent plaisir à faire leur job. Et aujourd'hui, on a nous des gens dans les équipes sur lesquelles on intervient au début qui sont plutôt en souffrance parce que débordés par des process manuels. Et quand on leur montre qu'il y a une lumière au bout du tunnel avec un outil qui va leur permettre d'automatiser de façon sécurisée, simple, et qui vont permettre de donner accès aussi aux fournisseurs à des informations clés, ça fait plaisir de voir des sourires s'afficher sur les visages, alors qu'on est arrivé souvent sur des niveaux de satisfaction par rapport au job qui était bas. Et donc, si on augmente, on trouve qu'on ne fait pas trop mal notre job, en fait. Alors, on a des questions, donc trois questions. Là, j'ai une question de Sébastien Cordier.
Vous l'avez dans le chat. Elle s'adresse à Christophe. Hein. Dans les ERP, tel SAP, le délai contractuel est calculé à partir de la date de réception et non à partir de la date de la facture. Comment la DGCCRF traite-t-elle cette différence? Est-ce que cela peut aboutir à une amende? Alors, merci à Sébastien. J'aime beaucoup ces questions très précises et la question est bonne. Alors, je vais le prendre sur le ton de l'humour. Je vais dire à Sébastien, bien tenté, mais malheureusement, c'est la date de facture. Hein. Encore une fois, et la question est tout à fait légitime parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, ce qui fait foi, hein, je le redis, la DGCCRF, elle se soucie peu de savoir la façon dont la facture est traitée, enregistrée, SAP ou un autre. Elle regarde la date de facture, d'accord, qui figure sur la facture, qui déclenche un délai. Que cette facture ait mis longtemps à être émise par le fournisseur, ce qui est un premier problème. Je prépare ma facture en date du 15 janvier, je la date du 31 décembre, parce que la prestation a eu lieu en décembre ou le bien a été livré en décembre. Et elle arrive chez moi finalement le 20 janvier, j'ai déjà mangé 20 jours, et je l'enregistre à une date de réception qui est calculée notamment dans les ERP au regard de la commande, peu importe. C'est la date de facture qui fait foi. Donc oui, la réponse à la question, c'est ils ne traitent pas la différence. Hein, c'est eux, peu importe, c'est la date de facture. Après, est-ce que ça peut aboutir à une amende? C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que c'est le problème du barème. Donc mécaniquement, par rapport à la méthodologie qui est mise en œuvre, oui, ça rentre dans l'assiette des factures en retard et ça rentre dans le calcul du retard pondéré. Et donc malheureusement, ça va venir alimenter modulo le barème, potentiellement une amende. Sur la deuxième question, Jérôme, j'en profite parce que c'est aussi une question DGCCRF. Bien sûr. Très bonne question aussi sur les secteurs d'activité. Je crois que encore une fois, toutes celles et ceux qui vont de temps en temps sur le site peuvent constater qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs épargnés. Non, c'est assez agnostique du secteur, effectivement. Hein. Ouais, il y a très peu de secteurs épargnés. Il y a quand même des secteurs que je trouve qui ont un peu pris, hein, notamment. Alors peut-être que la DGCCRF avait compris qu'il y avait une manne. Moi, je trouve que le secteur du transport et de la logistique quand même pas mal souffert du sujet. Et puis en plus, eux, ils sont dans cette industrie et a la particularité d'avoir des problématiques de documentation, documents de transport, CMR, etc., qui rend les justifications de factures très compliquées. Donc non, moi je vois beaucoup de secteurs touchés. Oui, on peut trouver ça injuste, mais c'est totalement injuste. Hein, les contrôles des GCCRF, ça tombe. Voilà, c'est comme ça. Moi, je connais pas leur politique et voilà, il y a sûrement quelque chose de très calculé, de très normé, mais effectivement, ça tombe. On peut être tout seul dans un secteur. Voilà, il y a pas de. Moi, j'ai pas lu dans tout ce que j'ai pu voir sur les différents contrôles, j'ai pas lu de règles sur tel ou tel secteur ou pire, ou en addition sur telle ou telle taille d'entreprise. On va vraiment d'entreprises toutes petites qui se prennent parfois des amendes en milliers d'euros qui leur font très très mal jusqu'aux premières banques de la place. Peut-être la dernière question de David Gache pour Jérôme. Des idées, des réflexions en cours pour capitaliser avec d'autres parties prenantes? Jérôme? Vous n'avez pas déflé votre… voilà. Oui, alors j'étais en mute. Donc, vous savez que c'était déjà la phrase mythique de 2020. C'est en passe de devenir la phrase mythique de 2021. Écoutez, c'est déjà… attelons-nous à ce qu'on vient de traiter dans ce séminaire qui, à mon avis, est un immense champ de travail. Et l'intérêt de cette initiative-là, c'est de susciter les questions et éventuellement les intérêts des gens qui ont participé. Et j'ai bien noté que dans la liste des participants, il y avait bien d'autres personnes que les clients finaux, des partenaires. Certains peuvent être des partenaires de toutes les parties prenantes de l'écosystème du paiement et de la créance d'ailleurs. Donc, on se réjouit d'avoir en tout cas pu partager notre retour d'expérience et nos convictions sur ce sujet. Et quant à la question de David, j'aurais envie de dire qu'effectivement, du côté des clients, il y a des choses intéressantes qu'on explorera. Et de toute façon, on ne manquera pas d'organiser à échéance régulière sur cette thématique un webinaire comme celui-là avec
pour la prochaine édition, probablement en plus à la place de votre serviteur, un client qui viendra expliquer ce qu'il fait, ce qui est encore l'étape d'après pour nous. Aujourd'hui, on voulait déjà donner les perspectives et voilà, ouvrir sur le fait que devant tant de challenges, il y a du travail assez conséquemment pour l'année 2021 en tout cas. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci Jérôme, merci Christophe. Je rappelle que cette présentation sera disponible en replay. Dans la journée, elle va vous être adressée. Que toutes les questions que vous avez posées ou que vous souhaitez poser, on vous a mis effectivement les coordonnées de Jérôme et de Christophe. Donc, n'hésitez pas à les interroger. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à la prochaine fois et en tout cas à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci Jérôme, à bientôt.